L'actualité en 15 points ce soir est annoncée par 3 titres. Et cette rencontre, tout d'abord, qui va améliorer la productivité et la durabilité de la filière cacao à travers des recherches et des projets pilotes. Le chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé, reçoit le géant agroalimentaire Mondelez International, leader de la transformation du cacao. Avec Darvan Pout, il était question de renforcement de coopération. Une autre source de richesse pour la Côte d'Ivoire, l'huile de palme qui, en plus d'être une ressource agricole, nourrit des vies et bâtit des communautés. Au cœur de cette industrie florissante se trouve UOC, United Oil Company, une entreprise agro-industrielle de premier plan. Nous irons à Sassandra et Soubré pour voir comment l'entreprise s'implique dans le développement de ces localités. Et puis la Namibie a une nouvelle présidente et la première femme au pouvoir. Nutambo Nadi a prêté serment ce vendredi à Windhoek, la capitale du pays, après des élections contestées en novembre dernier. Plusieurs chefs d'État africains ont fait le déplacement. Bonsoir à tous, démarrons en bref et en images. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce vendredi 21 mars 2025 pour un séjour en France. Il a été accompagné à l'aéroport par le vice-président de la République, le Premier ministre Robert Begré-Mambé et des membres du gouvernement, comme vous pouvez le voir. Et justement, le Premier ministre qui a reçu ce vendredi le géant agroalimentaire Mondelez International, leader de la transformation du cacao. Il était question de coopération, des renforcements justement de la coopération entre Robert Begré-Mambé et Darvan de Pout, Marie-Michel Akandan. En Côte d'Ivoire, le cacao est plus qu'une culture. C'est une ressource vitale pour des millions de producteurs et un pilier économique. C'est dans ce contexte que le géant agroalimentaire Mondelez International veut renforcer son partenariat avec le pays. Après une rencontre avec le Premier ministre Robert Begré-Mambé, le PDG de Mondelez a réaffirmé son engagement à accompagner les producteurs ivoiriens. La Côte d'Ivoire est un pays important pour nous parce que on est un des plus grands producteurs de chocolat au monde et on achète la majorité de notre cacao aussi au pays. Donc on a un intérêt dans le secteur. Ça fait des années qu'on a une collaboration ensemble. Donc on a discuté du secteur, qu'on peut élever notre collaboration à un autre niveau. On a trouvé un terrain commun où on pourrait vraiment avoir une collaboration beaucoup plus étroite qu'on a pour le moment. On trouve aussi des solutions pour la durabilité environnementale et la durabilité sociale. Et donc, à la fin, que ça change la vie des producteurs. Présent à cette rencontre, le ministre de l'Agriculture, Kobenan Kwasi Adjoumani, salue une initiative qui pourrait moderniser le secteur. Avec plus de 360 000 tonnes de cacao achetées chaque année, le géant agroalimentaire Mondelez entend redéfinir les contours de la filière ivoirienne. Et le chef du gouvernement sur tous les fronts, Robert Begré-Mambé, a inauguré ce jeudi un symposium consacré à la femme et à la religion, marquant ainsi le lancement de la première chaire de leadership en enseignement dédiée à cette thématique qui porte le nom de son épouse défunte, Mambé Marthe Irma. On retrouve Marie-Chantal Akandan. L'inauguration de la chaire universitaire dédiée à Mambé Marthe Irma a été bien plus qu'un événement académique. Ce fut un moment de reconnaissance envers l'engagement des femmes dans la religion et l'éducation. En portant son nom, cette chaire consacre le rôle essentiel des femmes. Les chaires de leadership en enseignement, c'est le plus haut niveau d'excellence académique des chaires dans l'université canadienne. C'est une chaire dédiée à la femme. Et donc nous avons voulu prendre une femme exemplaire par sa spiritualité dans le domaine de l'éducation humanitaire. Le professeur Owo Sepo, président scientifique du symposium, a souligné la contribution inestimable des femmes à l'évolution du savoir et de la société. Le fait que cette chaire soit dédiée aux recherches et enseignements sur la thématique femmes et religion en dit long sur la portée, l'hommage rendu à notre bien-aimée maman, hélas disparue trop tôt. Toutes ces initiatives s'inscrivent bien dans une vision, celle de la femme au début
et à la fin de la vie. Plusieurs communications ont été consacrées à la thématique de l'éducation et au rôle de la femme dans la transmission des valeurs et des savoirs. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé, avec des paroles empreintes de gratitude et de recueillement, a donné à ce symposium une dimension profondément humaine. C'était une femme de silence, elle parlait très peu. Le deuxième trait de caractère, un grand sens de l'observation. Le troisième trait de caractère, c'est l'action. Quand elle agit, elle n'arrête pas tant que ce n'est pas fini. Je pense que ses parents l'avaient préparée pour m'aider. Peut-être que sa mission était terminée. Dieu l'a rappelé, que le Seigneur lui donne d'être dans la félicité éternelle. Le moment le plus émouvant fut sans doute la dédicace, à titre posthume, de Joseph, esclave du Dieu vivant, une comédie musicale signée de la main de Mambé Marthe Irma. À travers cette œuvre, l'auteur célébrait la femme dans toute sa grâce et sa force, lui conférant une place centrale dans l'histoire et la foi. Prenons la direction de l'hémicycle. Le président de la Chambre des représentants du Libéria effectue une visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Richard Koun a été reçu ce vendredi par son homologue ivoirien, Adama Bictogo. La coopération entre les deux institutions évoquée. Konaté Moussa. Richard Nagbe Koun est le président de la Chambre des représentants du Libéria. Il occupe ce poste depuis le 21 novembre 2024. Reçu ce jour par le président Adama Bictogo, les deux personnalités et leurs délégations échangent sur divers sujets dans le cadre de la coopération parlementaire. Nos deux pays partagent des similitudes en ce qui concerne les échanges transfrontaliers, la sécurité, aussi en matière de culture. Et notre présence ici vise à réitérer notre engagement visant à poursuivre les relations que nous avons pu nouer dans le cadre des traités qui ont été signés pour favoriser l'échange entre nos pays. Et nous prenons l'engagement de faire en sorte que le blason de notre continent soit restauré à travers ces collaborations. L'un des points abordés au cours de la séance de travail, la redynamisation de l'Union du fleuve Mano, une organisation d'intégration sous-régionale regroupant la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria et la Côte d'Ivoire. J'ai proposé de conduire une mission regroupant donc les présidents de l'Assemblée des 4 pays, à l'effet donc d'être un autre moyen de rassemblement des peuples de ces 4 pays, et puis de voir comment, au plan de l'agriculture, au plan des mines, au plan de l'électricité, vous savez que la Côte d'Ivoire est un grand pourvoyeur en énergie des pays donc, de la Mano River. Donc il était bon que les parlementaires que nous sommes, que nous puissions donc en parler et que nous puissions être une force de proposition relativement à ces différents secteurs qui rassemblent nos pays et qui imposent que nos pays donc échangent. C'est la première fois qu'un président de parlement du Libéria effectue une visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Le jour prochain, le président Adama Bictogo se rendra à Monrovia, la capitale libérienne. Objectif, consolider les acquis des relations bilatérales entre les deux pays. Et c'est dire que la coopération et les échanges apportent beaucoup de fruits. Un exemple dans le domaine de l'huile de palme avec l'UOC, United Oil Company, une entreprise agro-industrielle de premier plan qui ne s'arrête pas à son travail, mais qui soutient le développement dans les localités où elle est implantée. Rendons-nous à Sassandra et Soubré dans ce reportage de Jean-Luc Bambo, Adam Sangaré et Jean-Marc Djadji. Au-delà de ces paysages majestueux, une histoire humaine, sociale et économique s'écrit ici, au cœur de ces plantations de palmiers à huile. Des milliers d'hectares à perte de vue, propriété de l'United Oil Company, UOC, une entreprise agro-industrielle de production d'huile de palme à Soubré et à Sassandra. Oulaï Oshmael y travaille comme récolteur de régime. Une tâche qu'il accomplit depuis 14 ans avec la même envie. Moi, personnellement, j'ai 2 enfants au collège à Okourio ici, qui aujourd'hui, je ne dois rien à mon école grâce à UOC. Donc, je nourris ma famille, je scolarise mes enfants tranquillement avec le salaire que je gagne. Chaque jour, des centaines de travailleurs comme Oshmael participent à une chaîne de production qui respecte des standards environnementaux stricts. Il faut suivre, voici des régimes verts et d'autres tu enlèves. Depuis la récolte jusqu'à l'extraction de l'huile de palme.
quand on reçoit les régimes, il faut qu'on puisse trier. Et souvent, les gens ils vont nous envoyer des régimes qui ne sont pas mûrs, on les appelle les régimes verts. On doit bien trier. Si on reçoit des régimes qui ne sont pas bien mûrs, on va pouvoir avoir une bonne quantité d'huile. C'est un système de sédiation des régimes frais qui nous permet non seulement de garantir un bon fonctionnement au niveau de leur capacité, mais ça permet aussi aux travailleurs de souffrir moins. Et ça nous permet aussi d'améliorer nos capacités d'atteindre les 60 tonnes heure. Mais ici, à Soubré, l'entreprise ne se limite pas qu'à la production d'huile de palme. Elle est un acteur essentiel du développement social et économique local. Dans ce petit dispensaire de Gagnénako, à une trentaine de kilomètres de Soubré, une vie vient de commencer. L'accouchement s'est très bien passé. Lorsque je suis venue au centre de santé, j'ai reçu les soins rapidement et j'ai accouché rapidement. Je n'ai vraiment pas été fatiguée. Je suis satisfaite de la proximité de l'hôpital parce qu'avant, il fallait aller à Okuyo pour se faire soigner et avoir les médicaments. Ce dispensaire, qui accueille depuis 2013 des agents de l'État, a été entièrement construit par la société. Ici, vraiment, on a une très bonne fréquentation parce qu'en moyenne, on peut faire 500 à 600 malades par mois. Mais les gens viennent de partout. Produire de l'huile de palme tout en cultivant des opportunités, en transformant des vies, mais surtout en nourrissant de l'espoir. Comme ici, dans le village d'Ottawa, avec cette école primaire, une autre donation de l'opérateur agro-industriel. Auparavant, nos enfants vivaient dans des conditions très difficiles. C'était des hangars. Aujourd'hui, à cette époque-là, des enfants sous des matériaux précaires. Et quand il y a le vent, les maîtres, les élèves sont en danger. Compte tenu de la construction, surtout du deuxième bâtiment, vraiment, ça a permis que vraiment l'école puisse vraiment aller en avant. Et puis le résultat aussi, c'est très bon. Une école et même un arbre de Noël pour les écoliers du village. La plupart d'entre eux reçoivent ici leur premier cadeau de Noël. Tous, ou presque, ont leurs parents qui travaillent dans la chaîne de production de l'huile de palme dans la région. Mon papa travaille à l'usine. Grâce à lui, il est espiaman. Mais ça, le Père Noël. L'entreprise, qui exploite également quelques 5000 hectares de palmiers à huile à Sassandra, pense à la construction d'un établissement secondaire ici à Bolo. Nous avons déjà le niveau primaire, nous avons pensé également au niveau secondaire afin de permettre à tous les enfants des travailleurs et des communautés environnantes de pouvoir, n'est-ce pas, fréquenter ici. Mais ça nous permet également d'être en droite ligne avec l'objectif d'impact sur les populations de la RSPO qui prône, n'est-ce pas, la mise à disposition des travailleurs des services sociaux minimums de base. Comme les écoles et les centres de santé, les réhabilitations régulières des routes par les responsables de l'entreprise redonnent vie et stimulent l'économie de toute la région. Il peut faire 1 heure du temps ici, Sassandra. Bon, les autres, je ne connais pas. Avant, je ne pouvais pas. 3 heures, 2h30. S'il n'y avait pas l'usine ici, c'est fini pour nous. En tout cas, ce pont-là nous a venu désenclaver. Parce qu'auparavant, on vivait un calvaire. On ne vivait pas possible parce qu'il y a eu même des morts d'hommes ici, des véhicules tombaient dans l'eau. C'est un grand offre de soulagement. Nous sommes très heureux d'avoir ça chez nous. Clairement, la production d'huile de palme et la présence de cet opérateur dans la région changent les vies. Il y a 2 chambres WC ici, et puis il y a une chambre WC ici, et puis il y a une chambre dehors là-bas. Parmi la huile, j'ai gagné ça. Non, je n'ai pas gagné ça là. Donc j'ai dit, Dieu merci, parmi la huile. Ces riverains qui sortent de la précarité ne sont pas les seuls bénéficiaires des actions de l'UOC. Tous les travailleurs de l'entreprise sont logés dans des maisons entièrement équipées. Ici, on ne paye ni loyer, ni facture d'eau, ni facture d'électricité. On a fait quand même quelques villes avant d'arriver ici. On sait que ce loyer que j'occupe, c'est des loyers de... Je ne peux pas donner peut-être des chiffres de montant, mais on sait que ça avoisine les 80 000 facilement, sans compter l'électricité et l'eau. Vous voyez que je suis dans cette pièce ici, avec toute ma famille, dans cette grâce. En conciliant production industrielle et responsabilité sociale, l'entreprise démontre ainsi que croissance économique et bien-être communautaire peuvent aller main dans la main. C'est une pratique qui était faite au temps de Palmendas à l'époque. Et nous, on a continué sur les mêmes pratiques, mais à la même temps, on a amélioré. Nos parents, ils sont plantés et nous, on plante pour nos enfants. Donc c'est quelque chose, on fait ça pour la génération qui arrive. On a investi depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui
40 millions de la société. Ce n'est pas pour aujourd'hui, ce n'est pas pour demain. C'est pour après-demain. Un engagement auprès de la communauté, une ouverture sur le social qui constitue, selon les responsables de l'entreprise, le principal catalyseur de croissance. La production d'huile de palme d'United Oil Company est passée de 35 000 tonnes en 2004 à 80 000 tonnes aujourd'hui. Voilà, lorsqu'on vit en parfaite harmonie, les choses bougent et vont dans le bon sens, tout comme du côté de la forêt, dont la journée internationale a été célébrée aujourd'hui, 21 mars. Notre reporter Franck Kwadiou nous apprend que les institutions telles la FAO, le PNUD et la BAD, aux côtés des eaux et forêts, ont réaffirmé l'ambition de réaliser les objectifs de pérennisation d'une gouvernance forestière plus inclusive. Suivant. De la bonne sauce à base de graines d'Hervigia gamonensis appelée pléba. Origine ouest-ivoirien. La star à l'exposition de cette édition 2025 de la Journée internationale de la forêt. Cette amande que vous voyez là a une valeur économique étant donné qu'on n'a pas besoin d'abattre l'arbre. Sur le plan commercial, la boîte fait 8 000 francs. De la bonne sauce, des champignons ou encore des escargots, voire des charançons de palmier. Un panel de mets made in Côte d'Ivoire. Les gens, pour avoir de la protéine chez eux, ça va éviter qu'on mette le feu pour qu'on détruise nos forêts. Voilà l'idée qui nous a animés à créer cette ferme. Le trait commun de ces aliments aux valeurs nutritives certaines et pourvoyeuses de richesses, elles se cultivent en forêt. Aller vers des aliments ultra, on va dire, fabriqués, on perd en valeur nutritionnelle. Donc il est important de promouvoir l'utilisation des produits locaux. La forêt et les aliments, le thème choisi par les Nations Unies, et cela a raison, eu égard à la cruciale question de la sécurité alimentaire nécessaire au développement, comme le relève Laurent Tchagba, ministre des Eaux et Forêts. Malheureusement, nos forêts sont aujourd'hui confrontées à des menaces croissantes. La déforestation, la surexploitation des ressources, l'orpaillage clandestin. En perdant nos forêts, nous perdons également une partie de notre patrimoine alimentaire et de notre souveraineté nutritionnelle. Il est donc de notre devoir de concilier la protection des forêts avec la production alimentaire durable. Des productions alimentaires durables, la politique du gouvernement ivoirien est déclinée à travers les stratégies nationales de préservation SPREF et celle de la valorisation des produits forestiers. Allez, on voit maintenant la remise de dons en vivres et non-vivres d'une valeur de près de 15 millions de francs CFA aux différentes communautés chrétiennes et musulmanes de la région du Sud Comoé. Un don du président du conseil régional, Eugène Akaolé, en ce mois de jeûne. Amidi Rasouba, Jamasso. 11 tonnes de sucre, 8 tonnes de sacs de riz, 1500 bouilloires, 5558 palettes de lait, des bons d'achat et du numéraire. C'est le don fait à la communauté musulmane et chrétienne de la région du Sud Comoé en cette période d'intense adoration. Nos prières, c'est de demander au Tout-Puissant de nous accorder la paix. La paix entre nous et lui-même Dieu, la paix entre nous et nous-mêmes, et la paix entre nous et nos semblables. C'est une grâce que ces deux périodes hautement saintes coïncident. Le temps de carême et le mois du Ramadan. C'est le lieu pour nous de prier. Prier pour la paix, prier pour la cohésion sociale, afin que tous nous marchions de même pas. Pour le président du conseil régional, cette action s'inscrit dans le même élan que celui du chef de l'État, à savoir le partage, l'entraide et la cohésion sociale, avec toutes les obédiences religieuses. Nous sommes de plein pied dans la tradition. Cette tradition à la fois chrétienne et musulmane qui veut que, à l'occasion donc de la cérémonie de carême, celui qui en a un peu plus accepte au nom de sa foi, au nom de la fraternité, de partager le peu qu'il a. Ce don, d'une valeur totale de plus de 15 millions de francs CFA, va permettre à près de 3000 ménages et 1915 imams de passer des moments de prière et d'adoration en toute quiétude.
Et la quiétude qui désigne calme, paisible, pour ne pas parler de paix, elle est recherchée et voulue dans l'ouest du pays, d'où cet atelier qui a réuni les médiateurs délégués et les comités de veille de la cohésion sociale des régions de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Christ Ephraim Diomandé, Siakakone. Sensibiliser les médiateurs délégués, coordonnateurs des activités de comité de veille et de suivi de la cohésion sociale et à la consolidation de la paix. Tel est le sens de cet atelier organisé par le médiateur de la République Adama Tounkara à quelques mois de l'élection présidentielle. Nous sommes là pour renforcer la cohésion sociale. Le représentant résident de la JICA et du PNUD ont rendu un hommage aux médiateurs délégués et les coordonnateurs pour le travail abattu. Vous êtes le gardien de cette cohésion sociale, si précieuse, qui mérite d'être constamment consolidée. Chaque différende que vous résolvez est une victoire pour la paix et la cohésion sociale. Nous espérons que les recommandations de cet atelier contribueront à la mutualisation des acquis. Le médiateur de la République Adama Tounkara met en lumière le sens de cet atelier. Créer un cadre d'échange entre les médiateurs délégués et les responsables des comités de veille sur l'état de la cohésion sociale dans l'ouest de notre pays. De discuter des facteurs qui favorisent ou entravent la cohésion sociale et la consolidation de la paix et de résolution pacifique de conflits dans l'ouest de notre pays. Au total, 36 participants issus de l'Institut et 68 membres du comité de veille et de suivi de la cohésion sociale des zones ouest ont pris part à cet atelier de formation à Diokwe. En bref, le contentieux relatif à la liste électorale affichée depuis le 17 mars dernier s'ouvre à compter de demain, à samedi 22 mars 2025 jusqu'au samedi 5 avril prochain. Et sur le sujet, la Commission électorale indépendante CEI sensibilise la population sur les modalités et les conditions des réclamations. À Soubré, la responsable de la commission régionale était face aux populations pour leur expliquer la procédure. C'est ce que nous apprend Didier Nguessan. L'omission d'une inscription, une erreur et la contestation d'un électeur. Ce sont les trois types de réclamations possibles pour le contentieux électoral. La commissaire superviseure de la commission électorale indépendante CEI, Yolibi Marguerite, en charge des régions de la Nawa, du Boclé et de San Pedro, sensibilise la population sur le mode opératoire des réclamations concernant la liste électorale. Toutes les personnes sont appelées à aller regarder si leurs mentions sont correctes sur le site de la commission électorale ou bien par SMS. Et c'est toutes ces informations que nous sommes venus donner à la population pour qu'elle puisse prendre véritablement part à cette opération qui est importante, puisque cette liste électorale provisoire, lorsqu'elle sera nettoyée, nous allons aboutir à ce qu'on appelle la liste définitive au mois de juin. Et cette liste définitive va donner lieu à l'édition des cartes d'électeurs. Et ces cartes d'électeurs vont être distribuées. Et c'est à partir de cela qu'on va faire le découpage de la cartographie, c'est-à-dire les bureaux de vote. Les demandes doivent être déposées auprès des commissions locales de la CEI dans les délais impartis, accompagnées des pièces justificatives. La commissaire superviseure exhorte les partis politiques et les leaders d'opinion à encourager la population à vérifier son inscription et à effectuer les démarches nécessaires. Elle a également sollicité le soutien du corps préfectoral pour une diffusion plus large de l'information, y compris dans les zones reculées. Nous en avons profité pour lancer un appel à toute la population et surtout aux partis politiques pour que nous ayons un processus apaisé. La commission électorale indépendante a rendu publique la liste électorale provisoire depuis le 17 mars dernier. Le contentieux électoral s'ouvre ce 22 mars et prendra fin le 5 avril prochain. Et on se rend maintenant à la place d'Omaï de Soubré. La ministre Maria Toukone a présidé la première édition de l'Académie du civisme, une tribune pour des écoliers qui se sont affrontés sur des sujets liés justement au civisme. La ministre en a profité pour faire un don de motos personnelles d'encadrement ainsi que des tables à bancs et du matériel didactique. Sam Conan.
La ministre Mariatou Koné à la place d'Onwayi de Soubré pour la cérémonie de remise de prix de la première édition de l'Académie du civisme. Si on a des académies de sport, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas des académies de civisme pour inculquer dès le bas âge l'esprit citoyen et des vertus civiques aux enfants. Donc c'est un programme qui est destiné aux élèves du primaire. C'est des affrontements entre établissements scolaires. Donc c'est sous forme de sketch, sous forme de génie en herbe, sous forme de récitation et puis aussi de petits théâtres. À l'issue donc de ces différentes épreuves, c'est l'EPP BAD qui remporte le premier prix, suivi de l'EPP Soubouo et de l'EPP résidentiel. L'Académie du civisme, une initiative du préfet des régions, Clément Kwame Bikalou, saluée par le ministre-gouverneur Philippe Légré et la ministre Mariatou Koné. Dès le plus jeune âge, il faut semer les graines de la paix pour l'appropriation individuelle et collective des valeurs du civisme et de la citoyenneté. Au nom des autres actions que vous avez menées, monsieur le préfet, je peux mentionner la grande dictée de la NAWA. Vous êtes à l'origine de la signature de la charte d'éthique contre les congés anticipés. Votre action est en harmonie avec la vision d'une école de qualité qui repose sur les valeurs de la République. Cette cérémonie de l'Académie du civisme est couplée par la remise de 57 motos au personnel d'encadrement en charge de l'alphabétisation et 10 tonnes de matériel à la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de la NAWA. Et toujours à l'école, bientôt un collège de proximité à Ngadougou, dans le département de Gagnoa. Pour ses actions de développement et surtout en faveur de l'école, l'établissement portera le nom de Colette Pello Lakwe, fille de la région et membre du CESEC. Godefroy Okamawa. C'est ici, sur cet espace de près de 5 hectares, que sera construit le futur collège de proximité de Ngadougou, à une quarantaine de kilomètres de Gagnoa. La pose de la première pierre de cet établissement scolaire répond en partie à une préoccupation des parents d'élèves, rapprocher l'école des apprenants. C'est une joie totale pour moi et que c'est une grâce aussi d'avoir ces projets aujourd'hui même. Pour toutes ces actions de développement, ce collège de proximité portera le nom de Colette Pello Lakwe, cadre de la région du Gor. Elle ambitionne faire de l'éducation une priorité pour l'émergence de futurs cadres au service de la Côte d'Ivoire. On veut qu'ils vont tous à l'école, filles comme garçons, l'école pour tous. On a vu que des enfants ont laissé leurs parents loin. Quand ils arrivent dans un village ou bien dans une ville, ils cherchent des tuteurs, ils font ce n'est jamais la même chose. Alors que si le collège, il est ici, un enfant qui vient de Biakou, qui vient de Bloudoumé, qui vient au collège à Ngadougou, il n'est pas perdu. Seule l'unité et la cohésion sociale peuvent faire avancer cette belle localité de Ngadougou. La paix, la cohésion sociale et de par là suit le développement. C'est un manque en infrastructure scolaire qui sera donc comblé dans les tout prochains mois. L'établissement accueillera les élèves de la 6e à la 3e. On poursuit avec cette page noire. La musique ivoirienne est en deuil. Eba Aka Jérôme est décédé hier, jeudi 20 mars 2025, au CHR d'Aboisseau, dans sa 80e année. Et dans le reste de l'actualité, en bref, en image, les soldats de l'armée soudanaise ont repris ce vendredi 21 mars 2025 le contrôle du palais présidentiel à Khartoum. Les paramilitaires rivaux des forces de soutien rapide FSR ont fait savoir en fin de matinée que cette bataille n'est pas terminée. Les FSR occupaient le siège de la présidence depuis le début du conflit avec l'armée en avril 2023. Et puis la Namibie a une nouvelle présidente et pour la première fois, c'est une femme. Netumbo Nandi Ndaitwah a prêté serment ce vendredi à Windhoek, la capitale du pays, après des élections contestées en novembre dernier. Plusieurs chefs d'État africains ont fait le déplacement pour assister à l'événement. Parmi eux, les présidents de l'Afrique du Sud, de l'Angola et celui de la Tanzanie, pays dirigé lui aussi par une femme. Point final, excellente nuit, Dieu nous garde, bonsoir.